Donc c'est aussi un projet en fait sur lequel notre équipe a commencé à travailler il y a une quinzaine d'années à peu près. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années, c'était perçu comme étant, dans le meilleur des cas, une sorte de délire de scientifique à côté de la plaque, si je puis dire. Et aujourd'hui, en fait, on a énormément avancé là-dessus. Et l'idée générale, en fait, est d'essayer d'imager, c'est-à-dire vraiment de voir, hein, en fait, la propagation des ondes de la Terre et aussi d'autres planètes. Donc, comme Jean-Louis le faisait remarquer, c'est un travail d'abord collectif avec une équipe où il y a beaucoup de collègues de l'IPG, du Los Alamos, d'universités américaines, de Géosciences Azur à Nice, et ça a été soutenu par l'Office of Naval Research plusieurs fois et encore à l'heure actuellement en fait d'une manière assez forte par le CNES et puis par l'ANR. Donc à la base de tout ça, je vais d'abord vous expliquer un petit peu la physique de ce phénomène et puis ensuite on va illustrer cette physique avec des observations. Je vais beaucoup m'intéresser au grand séisme de Tohoku, mais je vais vous montrer également d'autres observations, hein, dans la mesure où ça ne se fait pas que pour les très gros séismes, ça se fait maintenant en fait pour des séismes plus petits. Alors plus petits, ça reste quand même assez grand, hein, c'est-à-dire des magnitudes plus que 7 en général. L'idée est assez simple. En fait, l'idée est que quand vous avez un séisme, ce séisme quand vous avez un séisme, donc le séisme va déplacer le sol, et le sol, en fait, tout simplement, va pousser l'air. Bon, ça, on le comprend assez bien, hein, et ce déplacement, en fait, vertical du sol va créer une masse d'air, et cette masse d'air, en général, va générer une onde. Alors, suivant la fréquence, ça va être une onde acoustique, ou alors, à des plus basses fréquences, ça va être une onde de gravité, c'est-à-dire, tout simplement, l'air va retomber sous l'action de la gravité terrestre. Et donc cette onde va commencer à monter. Mais il y a une chose extraordinaire, hein, en fait, qui nous intéresse, qui est assez connue, c'est que plus on monte en altitude, plus la densité de l'air diminue. Or, cette onde, en montant, donc, va avoir de moins en moins de masse, et comme son énergie en grande partie se conserve jusqu'à des altitudes d'une centaine de kilomètres, son amplitude, en fait, va croître exponentiellement. Et ça, c'est la clé en fait de l'idée. C'est-à-dire que vous partez avec des déplacements très petits, de l'ordre du millimètre, de l'ordre du centimètre pour des tsunamis, et on va arriver à des déplacements qui auront été amplifiés de facteurs 10 puissance 4 à 10 puissance 5, c'est-à-dire on va avoir des déplacements de l'ordre de la centaine de mètres vers 300 km d'altitude. Et vers 200-300 km d'altitude, cette onde d'atmosphère neutre va transférer comment dire, son énergie, sa vitesse, à la partie ionisée de la Terre et va générer des courants d'ions, et c'est sous courants d'ions qu'on va un petit peu détecter, qu'on va suivre ensemble dans cet exposé. Alors, pour donner les ordres de grandeur, ici vous avez un séisme déjà un peu gros, c'est un magnitude 8. Le déplacement en fait de la Terre, donc c'est un séisme en Inde, observé en Mongolie dans une des stations du commissariat de l'énergie atomique, et ce déplacement, qui est de l'ordre du millimètre, va générer à la surface une ordre de pression dont l'amplitude est de l'ordre du microbar. Alors, ce n'est pas grand-chose, un microbar, mais ça va suffire, en fait, à comment dire, créer notre phénomène. Lors de la montée de cette onde, en fait, l'atmosphère va jouer son amplification, ça va être transféré à l'ionosphère, et je vous montre en premier lieu, pour un petit peu illustrer tout ça, qu'est-ce qu'on va voir, par exemple, après un gros séisme. Je vais prendre l'exemple du séisme donc, de Tohoku, au Japon. Certes, c'est un énorme séisme, magnitude 9. Et donc, vous allez voir une carte. Cette carte correspond en fait à l'ionosphère au-dessus du Japon. Vous allez voir des couleurs. Et ces couleurs, en fait, c'est tout simplement l'état d'ionisation de l'atmosphère terrestre. Et ce que vous voyez clairement, vous voyez tout ce système d'ondes en fait, qui apparaît avec le temps que vous trouvez là-haut, et l'amplitude en fait de ce signal sur lequel je vais revenir avec une unité qui pour l'instant est un petit peu étonnante, hein, mais ce que je vais expliquer. Mais on voit très très bien en fait tous ces systèmes d'ondes en fait qui se déplacent et qui se propagent
Et puis, parti très très vite étaient les ondes de surface et puis le tsunami. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée avec cette illustration en fait sous forme de film, hein, c'est-à-dire que vraiment on est dans une dimension où on voit les ondes comme si on lançait un caillou dans une mare. On les voit en fait au sens figuré avec des images comme ça en fausse couleur, mais tout à l'heure je vais vous montrer qu'on est aussi capable de les voir presque avec nos yeux. Alors, la physique, en premier lieu, quels sont les éléments importants? Le premier élément, c'est cette idée que ce petit signal de l'ordre du millimètre va être amplifié par la décroissance exponentielle de la densité de l'atmosphère terrestre avec l'altitude. Et ici, vous avez en fait cette illustration. Vous partez du sol avec une densité qui est de l'ordre de 1 kg par mètre cube. Et quand on arrive à 200 km, vous voyez que la densité a chuté de 10 ordres de grandeur. Donc on a des densités de l'ordre de 10-10 kg par mètre cube. Et comme l'énergie est proportionnelle à ρ V2, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse des ondes ou l'amplitude des ondes a augmenté de la racine carrée de l'inverse de 10 puissance moins 10, c'est-à-dire 10 puissance 5, donc un facteur 100 000. Et quand on calcule cette amplification, là vous l'avez de nouveau, alors d'une manière un petit peu plus rigoureuse parce qu'on prend en compte la fréquence des ondes que vous avez ici en fonction de l'altitude, et évidemment plus ces ondes sont basse fréquence, plus elles seront proches d'une onde qui se propage d'une manière quasi parfaite. On remarque d'abord un certain nombre de choses, c'est que par exemple en dessous de 3 MHz on n'arrive pas à propager. Pourquoi? Parce que l'atmosphère crée un effet de coupure. Donc on n'a pas de propagation d'ondes acoustiques, en fait on propage des ondes de gravité, on y reviendra tout à l'heure, mais quand on est au-dessus de cette fréquence-là, on va avoir une belle propagation des ondes. Sauf à haute fréquence, où de la viscosité de l'atmosphère, la diffusion de l'atmosphère va rentrer en jeu, et évidemment va couper l'énergie, couper cette amplification. Donc, mais vous voyez par exemple à 10 secondes, quand on arrive à 200 km, on a quand même, ça c'est 10 puissance 3, ça c'est 10 puissance 4, on a des facteurs d'amplification de 10 000, alors que quand on est à 50 secondes, on peut avoir des facteurs d'amplification en fait, qui vont être jusqu'à 100 000. Donc une énorme amplification. Alors qu'est-ce qui va se passer vers 200 km d'altitude? La physique est un peu compliquée, alors j'ai essayé de la résumer avec un petit schéma. Donc on a un vent. Hein, c'est le vent des ondes. Alors, les ondes, elles montent, ça comporte vraiment comme un vent. Donc un vent qui va souffler. Par exemple, pour Tohoku, on arrive avec un vent qui va atteindre 100-200 mètres par seconde, qui est un peu subsonique, mais en fait qui est quand même très très fort. Et donc ce vent va souffler, et l'ordre de ce souffle va rentrer en collision avec les ions qui se trouvent de plus en plus en haute densité, au fur et à mesure qu'on s'élève en altitude, tout simplement à cause de l'ionisation créée par le rayonnement lumineux du Soleil. Et donc, vous voyez que vers, par exemple, 200 km d'altitude, on est ici, hein, vous avez énormément en fait, d'atmosphère neutre, mais vous commencez à avoir quelque chose comme 1 million d'ions par centimètre cube. Et donc, ce vent d'atmosphère neutre va pousser les ions par des processus de collision, et ces collisions vont entraîner les ions en fait, avec le vent de l'onde. Et évidemment, les ions vont créer une charge, du moins un défaut de charge positif, et ce défaut de charge positif, il va être tout simplement compensé par les électrons qui vont se ruer à la poursuite, des ions pour maintenir un état de neutralité de l'ionosphère. Et enfin, ce qui va se passer, c'est que comme ces ions vont commencer à se déplacer, ils vont avoir une certaine vitesse, eh bien, ils vont commencer à interagir avec, évidemment, le champ électrique. Ça, c'est pour ça que l'atmosphère reste neutre. Mais surtout, ils vont interagir avec le champ magnétique. Et on va avoir une diffusion, en fait, de ces ions le long des lignes de champ magnétique de la magnétosphère terrestre. Par exemple, on s'est aperçu, il n'y a pas très longtemps, que quand on a un tsunami qui se propage dans le Pacifique Nord, eh bien, en fait, on le détecte dans le Pacifique Sud au même moment, parce que, en fait, ces ions partent le long des lignes de champ magnétique, passent au-dessus de l'équateur et arrivent en fait à l'équateur, dans l'hémisphère sud, à la vitesse quasiment de la lumière.
Alors l'ionosphère est évidemment un objet qui est extrêmement sensible, extrêmement variable, et c'est là un petit peu toute la complexité du problème. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique, par exemple, d'un sismologue qui a un sismomètre avec une masse, un ressort là qui bouge. Quand vous avez le mouvement, hop, vous avez tout de suite la vitesse du sol. Ou alors, quand vous mesurez l'altitude de l'eau avec Topex, Poséidon ou Jason 1, 2, 3 et N, eh bien, vous avez tout simplement, comment dire, la hauteur de la vague. Là, il faut essayer d'analyser le signal pour en restituer, disons, la vitesse de cette onde. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, c'est un peu plus amusant du point de vue de la physique, mais ça reste quand même plus compliqué, d'autant que l'ionosphère, l'atmosphère, tout ça sont des objets qui bougent, qui vont dépendre de leur local, de la latitude, de la magnitude, de l'état du Soleil, etc., etc. Donc ça nécessite quand même un certain nombre de modélisations qui sont un petit peu subtiles et compliquées. Enfin, dernière chose, la technique de mesure. Eh bien, on utilise d'une manière maintenant quasi systématique les réseaux de satellites GPS. Ces réseaux ces satellites envoient un signal qui est reçu par un récepteur au niveau, comment dire, du sol. Et la particularité, c'est que pour se débarrasser de la propagation des ondes dans l'ionosphère, c'est-à-dire le fait que la vitesse de la lumière dépend de l'état, de la quantité d'électrons vus par le rayon entre le satellite et la station, eh bien, ces satellites émettent deux fréquences. Et donc ces deux fréquences, en fait, d'une part, permettent de corriger le système GPS, d'avoir une très bonne position, mais à l'inverse, ça permet aussi de peser la quantité d'électrons que vous rencontrez entre votre récepteur et votre satellite. Et ça, c'est exactement la mesure, en fait, que l'on souhaite. Et cette mesure, c'est cette mesure qui est représentée en général dans cette unité qu'on appelle le contenu total en électrons, TEC en anglais, et le contenu total en électrons représente 10 puissance 16 électrons par mètre carré, hein, c'est-à-dire dans cette petite colonne de 1 mètre carré de surface, bien, vous avez 10 puissance 16 électrons. Donc tout à l'heure, quand je vous ai montré ces signaux, comment dire, de Tohoku que vous aviez là, excusez-moi, on repart à 0, voilà, tout ici. Donc cette couleur-là, en fait, a vous indiqué que vous aviez 0,6 fois 10 puissance 16 électrons de fluctuation, en fait, de la quantité d'électrons entre vos stations Sol et chacun des satellites GPS. Et cette île japonaise qui bouge ici, en fait, c'est tout simplement la projection du réseau du Japon par un satellite GPS. Donc vous avez autant de récepteurs que de petits points sur cette île et autant de satellites GPS que d'archipels du Japon qui se baladent comme ça sur cette carte. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'introduction et la partie, disons, comment dire, un petit peu de physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a de la sismologie, de l'acoustique, de la magnéto-hydrodynamique, mais à la fin on arrive, vous allez le voir, à assez bien expliquer les signaux. Alors, évidemment, maintenant c'est devenu des choses qui sont des observations qui sont quasi systématiques. Hein. En général, en fait, on le voit pour presque tous les séismes. Donc ici, vous avez 3 séismes. Pardon, on recommence. Donc ici, vous avez un séisme de magnitude 7.4. Donc vous voyez en fait les ondes qui sont générées par le séisme. Ici, vous avez un autre séisme, un 8.3, tout ça au Japon. Alors pourquoi au Japon? Parce qu'on a un réseau très très dense de stations GPS, plus d'1 millier de stations GPS qui nous permettent d'avoir ces images. Et ici, vous avez un dernier exemple. À chaque fois, vous avez ici un seul satellite. Là, il y a plusieurs satellites qui sont utilisés. Et donc ça, c'est un séisme des Kouriles, où encore une fois, on voit les ondes qui se passent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le signal est donc systématique, hein, et évidemment, c'est un signal qui va être associé à la magnitude du séisme. Ça, c'est des travaux, en fait, d'un collègue japonais, donc professeur Eki de l'université d'Hokkaido, où vous avez ici l'amplitude du signal. À chaque fois, vous voyez le signal. Vous avez un signal pour un 6.6, 6.9, 7.1, 7.2, etc. Donc, on le voit croître de plus en plus. Et puis là, toujours à la même échelle, on arrive en fait à l'amplitude des signaux pour des séismes de magnitude 8, où évidemment ça devient énorme pour des séismes de magnitude 9.
Donc c'est quelque chose qui est tout à fait standard, qui s'observe tout le temps, qui est donc assez simple d'utilisation et qui est surtout très rapide. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre les signaux et 7 minutes, 8 minutes après le séisme, vous avez le signal qui apparaît dans l'ionosphère d'une manière très simple. Alors quand on fait une analyse de ces signaux, donc finalement, pour revenir au titre, comment dire, de cette journée, là ce que vous avez ici c'est des odochrones, donc des odochrones vous avez le temps ici, vous avez la distance épicentrale, vous avez l'énergie du signal, et en fait c'est des courants d'ions, tout simplement, qu'on voit dans l'ionosphère. C'est essentiellement des courants d'électrons, mais qui sont identiques aux courants d'ions, encore une fois, à cause de la neutralité de l'ionosphère terrestre qui est imposée par la très faible masse des électrons, qui vont tout simplement suivre les ions lors de leur mouvement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrouve toutes les ondes que l'on peut trouver en géophysique externe, en géophysique interne. Donc en géophysique interne, on va trouver les ondes de surface, on va trouver les ondes de volume. On détecte aussi des ondes S. Pourquoi? Parce que les ondes S, quand elles arrivent à la surface de la Terre, la plupart du temps, elles créent une onde P. Donc c'est un couplage entre des ondes P et des ondes SV. Et donc on retrouve en fait ces ondes S également, on retrouve les ondes de surface, mais en plus on retrouve toutes les ondes de gravité et les ondes acoustiques qui se propagent dans l'atmosphère terrestre. Donc cette modélisation, vous l'avez un petit peu illustrée ici. On utilise des techniques un peu classiques de sommation de modes propres, c'est-à-dire qu'on va sommer tous les modes de propagation du système Terre avec un océan, donc des tsunamis, avec une atmosphère, donc des ondes acoustiques et des ondes de gravité. On va intégrer le fait que ces ondes transfèrent leur énergie à l'atmosphère ionisée, voient le champ magnétique et à la fin se propagent en fait sous forme d'ondes magnéto-hydrodynamiques que vous avez ici, avec associé la densité d'électrons. Donc c'est tout un cheminement un petit peu compliqué, mais à la fin, vous voyez typiquement, on a ces accords entre les données en noir et puis les modélisations en rouge, et donc on arrive à assez bien retrouver les amplitudes et tout cela. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'atmosphère a peu de densité, donc elle est très légère, et donc comme elle est très légère, tous les problèmes de non-linéarité vont apparaître. Alors la non-linéarité, c'est quelque chose que les sismologues n'aiment pas beaucoup, mais c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup. Alors ici, vous avez un exemple, c'est un exemple de modélisation en fait, du séisme de Tohoku, donc, qui est représenté par la rupture. Ici, vous avez l'onde qui monte comme ça, qui accélère. Pourquoi? Parce que la température au niveau de la thermosphère est plus grande, donc la vitesse acoustique des ondes est plus importante, et donc cette onde va arriver. Mais quand on a un gros séisme, un séisme comme Tohoku, des séismes de magnitude 8, eh bien ces ondes en fait vont avoir des vitesses qui vont être presque subsoniques. On peut arriver à 100, 200, 300 mètres par seconde. Et là, à partir de ce moment-là, on va avoir un effet non linéaire très très important. Alors, cet effet non linéaire se traduit par un effet que j'appellerais de chasse d'eau, sur lequel je vais revenir, mais sauf que ce n'est pas une chasse d'eau, c'est plutôt une chasse d'électrons. Par contre, il y a aussi d'autres choses très intéressantes, c'est que cette onde, vous voyez, elle monte verticalement. Je repasse, donc elle va monter verticalement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme elle monte, pourquoi elle monte verticalement? Tout simplement parce que l'onde sismique est une onde qui se propage à 3 km, 4 km par seconde. L'onde acoustique, elle se propage uniquement à 300 mètres par seconde. Donc en fait, on a une onde qu'on appelle conique et qui part verticalement comme cela. Et ce qui est intéressant à cette onde, à cette propagation verticale, c'est que ça va projeter tout simplement le déplacement vertical de la surface dans l'ionosphère. Donc vous regardez l'ionosphère et vous n'avez pas besoin de faire des opérations compliquées de propagation d'ondes, un petit peu comme ce qui est fait aujourd'hui avec les réseaux sismiques. C'est-à-dire que vous regardez tout simplement l'onde et cette onde vous donne la photocopie, si je puis dire, du déplacement vertical. Alors, ici, vous avez cette illustration. Alors évidemment, comme toutes les photocopieuses, il faut un certain temps pour que le résultat sorte. Typiquement, le résultat va apparaître au bout de 8 minutes. Et donc ici, vous avez une carte très très simple qui vous donne les temps de premières arrivées en fait, du séisme
de Tohoku, au-dessus du Japon, au niveau de l'ionosphère japonaise. Et ce qui est très intéressant, et c'est une technique en fait qui maintenant commence à être utilisée par le GSI et le service météorologique du Japon pour améliorer le système de, d'inversion japonais de la source, hein, c'est-à-dire qu'à partir de ce temps d'arrivée, c'est vraiment un pointé de phase, hein, c'est la première chose qu'on peut faire en sismologie, et bien ça nous donne des informations très précieuses et très rapides sur la source. Et j'illustre cela ici. Ici, vous avez en fait la modélisation de la rupture du séisme de Tohoku, fait 7 heures après le séisme par l'USGS. Donc, ce n'est pas les derniers des feignants. Hein. Mais vous voyez que 7 heures après le séisme, en fait, il proposait cette source sismique, où vous avez ici le déplacement vertical en couleur. Donc, quand c'est rouge, c'est un déplacement vertical. J'arrive pas à lire, de l'ordre de 1 mètre, si je... Alors, attendez, excusez-moi. De 1 mètre 6, hein. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Non, c'est 1600 cm, excusez-moi, donc 16 mètres, hein, donc c'est un déplacement énorme. Je me suis juste trompé d'une magnitude. Vous avez donc ce déplacement en fait qui est ici, alors que 3 jours après le séisme, avec le traitement de toutes les données sismologiques, hein, on voit que ce déplacement avait été complètement modifié. La position n'était pas la même, la surface n'était pas la même. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que comme on contraignait assez bien en fait ici le moment, hein, et bien si vous vous trompez de surface, hein, ça veut dire que l'amplitude ici était complètement fausse. Hein, donc tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu quand même 3 jours d'analyse des données sismologiques pour en arriver là. Et si on reprend en fait notre petite carte ici, et qu'on regarde tout simplement où se superposent les temps de première arrivée, hein, c'est un fondu que vous allez voir. Eh bien, vous voyez que le fondu, en fait, est tel que les premières arrivées sont exactement là où, en fait, la source finale se trouvait. Et encore une fois, c'est assez logique, parce que là où ça bouge le plus, c'est là où ça va bouger le plus en haut. Donc ça, c'est quelque chose qui, maintenant, commence à être intégré, en fait, par nos collègues japonais, afin de mieux préciser la surface du patch, en fait, où vous avez la rupture la plus forte. Et encore une fois, quelque chose qui sort en 10 minutes, comme ça, tout simplement par la propagation des ondes. La deuxième chose qu'on a observée, qui est intéressante, c'est que quand on a de très gros séismes comme cela, en fait, ce séisme va pousser la quasi-totalité des ions, et donc des électrons qui se trouvent entre la surface et là où l'onde se trouve. C'est-à-dire que vous avez vraiment une chasse généralisée, tous les ions sont poussés comme cela par le séisme. Et ici, vous avez une carte qui vous montre le temps d'arrivée de l'onde, ici, en fonction de l'amplitude de l'onde, et cette courbe bleue et cette courbe, verte, traduisent en fait la quantité d'électrons que vous avez entre le sol et puis là où vous vous trouvez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez que toutes ces ondes, en fait, elles sont très proches de cette courbe bleue. Autrement dit, qu'elles ont amené avec elles la totalité des ions, en fait, que vous aviez depuis le sol. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce séisme va créer un énorme trou dans l'ionosphère. Donc, vous n'avez plus d'ions, tout simplement, au-dessus du séisme. Alors après, on peut comprendre aussi pourquoi, par exemple, la marine américaine nous finance. Mais vous pouvez comprendre aussi que quand vous avez un grand trou dans l'ionosphère comme ça, c'est des choses qui ne sont pas aussi simples que ça à gérer, par exemple, du point de vue des communications UHF ou d'autres choses comme cela. Alors, ce trou, en fait, eh bien, encore une fois, on arrive maintenant à bien le modéliser. Donc ici, vous avez en fait des observations toujours au-dessus du Japon. Vous voyez le trou qui se développe là, au cours du temps. Et ici, avec les modélisations en fait, qu'on arrive à faire, où on arrive encore une fois à assez bien le représenter. Alors, ce trou, en fait, est à l'heure actuelle à une source de grand débat. Pourquoi? Parce que si vous avez un trou et puis que vous essayez de fitter une courbe sans prendre le trou en question, en général, ça va vous faire un anti-trou avant le trou. D'accord? Et évidemment, si vous faites un anti-trou avant le trou, vous pouvez penser que vous avez au contraire une sorte d'anomalie avant le séisme, mais qui est uniquement liée au traitement que vous faites.
Et donc c'est quand même un sujet important dans la mesure où cette non-linéarité des ondes, eh bien, doit être intégrée dans notre état d'esprit quand on va chercher des précurseurs. Alors je vais continuer maintenant avec les tsunamis. Donc ça c'est un autre type d'onde. Ce n'est pas des ondes sismiques qui vont interagir avec des ondes acoustiques comme ce qu'on vient de voir jusqu'ici, mais ça va être des ondes de gravité de l'océan qui vont interagir avec des ondes de gravité de l'atmosphère. Alors, d'abord, je vous en montre des ondes de gravité de l'océan qui interagissent avec des ondes de gravité de l'atmosphère. Donc ça, c'est des ondes de gravité de l'atmosphère, en fait, vues d'un satellite. Et puis ça, c'est un tsunami. Et l'intérêt, c'est que, pas l'intérêt, mais disons le fait que ces ondes interagissent beaucoup l'une avec l'autre est tout simplement lié au fait que leur vitesse de propagation est assez proche. C'est de l'ordre de 200 mètres par seconde à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on a vu et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Typiquement, la gestion aujourd'hui du risque de tsunami est faite par des bouées qu'on appelle des bouées DART, en fait, qui sont des capteurs de pression qui vont tout simplement peser la hauteur de l'océan et à partir de ce moment-là, détecter la présence d'une vague de tsunami à la surface de l'eau. Cette vague étant de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres quand vous avez des grands tsunamis en pleine mer. Ces bouées sont typiquement à la surface et puis le capteur en fait, qui pèse la hauteur d'eau se trouve à plusieurs kilomètres de profondeur. Un des gros problèmes de ces bouées, c'est que c'est des bouées dans l'océan, avec pas mal de bouées dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Vous avez tout un système de puissance, de télémétrie, ça tombe beaucoup en panne et en général vous avez de 10 à 20% des bouées qui sont régulièrement en panne. Pas toujours les mêmes, mais assez souvent en fait vous avez à peu près une vingtaine de bouées qui vont tomber en panne. Le gros problème c'est si une bouée tombe en panne et que vous avez un séisme ici, imaginez que cette bouée tombe en panne ici, que vous avez un séisme à cet endroit-là, il va falloir attendre que le tsunami arrive là ou là pour pouvoir réellement estimer l'amplitude du tsunami. Et donc, vous pouvez perdre 2 heures, typiquement, si le tsunami vient d'un endroit où la bouée était en panne. Donc ça, c'est un des problèmes. Alors évidemment, pour des très gros séismes, des magnitudes 9, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement dramatique, parce qu'on sait en général qu'un magnitude 9 va vous créer un très gros tsunami. Par contre, si vous avez un magnitude 8, là, ça peut être plus embêtant, avec des conséquences économiques qui sont liées à l'incertitude de la connaissance du tsunami. Alors, je vous donne un exemple ici. En fait, c'est de nouveau notre séisme de Tohoku, avec une bouée DART en fonctionnement, c'était celle-là, mais la rouge, vous voyez, qui se trouvait là et là, elles étaient en panne. Donc vous voyez déjà Tohoku est ici, et puis on a 1, 2, 3, 4, 5 bouées, et en fait, sur les 5, vous en avez 3 qui étaient en panne au moment de Tohoku. Et qui plus est, au large du Japon, donc dans un endroit où les autorités font attention à l'état des lieux et à la maintenance de leurs bouées. Donc ça montre bien le problème. Et un des intérêts, c'est qu'on a des récepteurs GPS qui se trouvent là et ici. Et encore une fois, on va comparer le signal mesuré par la bouée que vous avez ici. Et ici, vous avez le signal qui est mesuré en variation de la quantité d'électrons par le système GPS qui se trouve là. Et donc, on voit tout de suite en fait, que le signal est très très proche. Encore une fois, vous avez ce signal qui vient de la bouée 52402, qui est ici, et puis le signal qui vient de la bouée, du récepteur GPS qui se trouve là. Donc, on voit tout de suite l'intérêt, c'est que ces signaux GPS peuvent donner cette information-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on peut, avec les systèmes GPS, en regardant l'ionosphère, avoir des informations sur le déplacement. Il y a une petite question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que en fait, ce signal ressemble quasiment au déplacement de l'eau. On a l'impression que l'eau déplace tous les électrons, en fait, quasiment en phase. Et en fait, quand on regarde la théorie, il se trouve que oui, c'est quasiment le cas. Pourquoi? Parce que les ondes de gravité sont telles qu'elles n'ont quasiment pas de dispersion dans cette bande de fréquence, donc ça pousse vraiment tous les électrons en phase. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. La deuxième chose qui est intéressante, c'est un article qui a été publié récemment par Pierre-David Coisson de l'IPG,
c'est d'utiliser en fait des systèmes GPS qui sont non plus au sol cette fois-ci, mais qui sont dans l'espace. Et donc en particulier, c'est des systèmes, donc c'est une constellation en fait de satellites cosmiques de l'US Air Force Taïwan et de la NASA, je crois. Donc le principe est de faire des mesures GPS entre un satellite en orbite basse et puis les satellites qui se trouvent, c'est plutôt l'inverse, le satellite en orbite basse et puis le satellite GPS qui se trouve là-bas. Et il se trouve que lors de Tohoku, on a eu un peu de chance, c'est-à-dire qu'on avait un satellite qui passait par là et qui a fait une occultation là où se trouvait en fait le front d'onde du tsunami. Donc vous avez ici l'altitude de l'occultation en cours du temps, où le satellite GPS se trouvait ici, le satellite cosmique se trouvait là, et donc au fur et à mesure de son déplacement, en fait, l'occultation a été, baissée comme ceci en altitude, et ça a permis de faire un sondage vertical cette fois-ci, en fait, du tsunami. Et quand on regarde le signal, ici vous avez en fait ce signal qui est représenté en unité tech. Les traits que vous avez ici sont les traits à 99%, à 90% et puis à 50% du bruit de l'ionosphère d'une manière statistique. Et donc on voit en fait qu'on dépasse à 99% le bruit typique de l'ionosphère d'un rapport 3. Et donc ça nous donne encore une fois, cette fois-ci, la dépendance verticale en fait, du tsunami lors de sa propagation. Et évidemment, tout ça, eh bien, on peut le modéliser, encore une fois, par des sommations de mode propre. Je passe les détails. Mais l'intérêt de cette modélisation, c'est que cette fois-ci, on prend en compte l'heure locale, on prend la position, on prend le rayonnement du soleil, un certain nombre de paramètres. Donc tous ces paramètres sont introduits en fait, dans la modélisation. Et in fine, on arrive à peu près à 20% d'accord entre l'amplitude en fait, de notre signal et le signal détecté, ce qui commence à devenir intéressant pour des perspectives, on va dire, de surveillance et d'alerte. Je vais terminer avec une nouvelle chose qui est vraiment très récente. Tout n'est pas publié puisque les données ne sont pas publiques, donc on n'est pas pressé énormément par la publication. L'objectif, en fait, cette fois-ci, ça va être de voir des ondes. Quand je dis de voir, c'est-à-dire de voir des ondes avec des photons, mais sauf on ne les voit pas nous-mêmes, mais ça va être des photons rouges, mais on va les voir. Alors l'idée est la suivante. Donc à la base, on essaie de détecter des ondes dans l'ionosphère. Et l'intérêt de l'ionosphère, c'est que cette ionosphère, en fait, c'est des ions O+, avec des électrons qui vont se recombiner. Et en se recombinant, en fait, quand vos ions vont passer de O+, plus électrons, à de l'oxygène excité, cet oxygène excité va se désexciter, et en se désexcitant, elle va émettre soit du rayonnement vert, soit du rayonnement rouge. Et donc, vous voyez cela, en fait, sur cette image qui a été prise par la station internationale, vous voyez une lueur verte ici, qui correspond à l'air, ce qu'on appelle l'air glow, vert, et puis un peu au-dessus, vous voyez aussi une lumière rouge, en fait, qui correspond à l'air glow rouge. Excusez-moi, j'aurais dû... voilà. Pardon. Et donc l'idée, en fait, ça va être d'utiliser cet air glow. Alors c'est quelque chose qu'on voit du sol. Alors, il faudrait éteindre la lumière. Mais si on éteignait la lumière, vous verriez une petite... lueur rouge ici, et ça traduit bien d'ailleurs la difficulté en fait qu'on a aujourd'hui. En fait, cette lueur rouge, pour la mesurer depuis le sol, il faut d'abord qu'il fasse nuit, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, il ne faut pas qu'il y ait la lune. Donc ça fait un certain nombre de conditions. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu 2 séismes et 2 tsunamis où on n'avait pas de lune, pas de nuages, et on a pu mettre en route des caméras. C'est un système de caméras en fait financé par la marine américaine. Donc on en a une à Hawaï, on en a une à Papeete, on en a une au Chili. Et à partir de ça, en fait, l'intérêt, c'est que quand votre tsunami va arriver, et donc là, il est arrivé au-dessus d'Hawaï. Au-dessus d'Hawaï, vous avez une caméra qui regarde le ciel et la luminescence rouge. Et donc, quand votre tsunami module l'amplitude d'oxygène, eh bien, ça va moduler l'amplitude d'émission de photons rouges. Et donc, ça va vous faire des petites, lueurs rouges qui vont être associées à l'amplitude des ondes.
Alors, mieux vaut voir ça en image. Donc, vous avez ici la longitude, vous avez ici la latitude. C'est une seule fréquence lumineuse, donc ce n'est pas rouge, même si c'est 630 nanomètres. Donc, la couleur ici vous indique l'amplitude. Ces petites taches, qu'est-ce que c'est? En fait, ces petites taches, c'est des étoiles qu'on voit dans le ciel. Alors, elles vont bouger. Et puis, ces grosses taches, en fait, c'est encore des nuages, ou alors c'est des galaxies, des choses comme ça. Tohoku vient d'où? Tohoku vient en fait de cette direction-là et va passer comme ceci. Et donc, on met en route l'observation. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, vous voyez que vous avez tout un système d'ondes comme ça qui arrive et qui effectivement en fait module tout simplement le rayonnement lumineux en fait de l'ionosphère. Alors ça, c'était la première. Ce qui est intéressant, c'est que on a reprogrammé les caméras. En fait, on a eu le signal du séisme à 9 h du matin. On a reprogrammé les caméras à 10h30. C'est passé à 15 h, vous voyez 14 h UT. Et puis à 16 h, on avait l'image avec, je veux dire, les ondes qui se propageaient. Donc c'est quelque chose qui est très rapide. Alors, encore une fois, si c'était que pour un séisme de magnitude 9, ça ne serait pas très intéressant. Là, je vais vous remontrer un autre exemple. Cette fois-ci, c'est un petit tsunami. C'est le petit tsunami de Haida Gwaii. C'est un magnitude 8 qui vient, en fait, encore une fois, du Canada, qui va arriver comme ça à Hawaï. Donc, vous avez ici. Et qu'est-ce qu'on va voir? Je vais éteindre la lumière, encore une fois. Vous allez voir vers ici arriver, encore une fois, ces ondes de tsunami qui sont tout simplement associées. Alors, elles arrivent à 8h30, voilà à peu près, et voilà. Vous les voyez ici qui arrivent et qui se propagent et qui modulent en fait l'émission du rouge dans l'ionosphère au-dessus de Hawaï. Ça me permet donc de conclure quelles sont les perspectives. Alors, ce qu'on fait à l'heure actuelle avec la marine américaine, c'est qu'on essaye de travailler là-dessus. Et la première idée, c'est que de temps en temps, les bouées tombent en panne. Et donc, on essaie de valider une idée assez simple, c'est que si une bouée tombe en panne, eh bien, il faut aller se dépêcher de faire la mesure. Donc, si vous avez un F-18 qui traîne par là, par exemple, ben, vous l'envoyez, comment dire, faire la mesure. L'intérêt, c'est qu'il suffit d'utiliser le GPS du système d'armes sans aucune modification. On ne vole pas avec des armes, mais en fait, il suffit d'utiliser le GPS du système d'armes et vous envoyez tout simplement l'avion faire sa mesure, revenir à la maison et vous avez la donnée. Alors, ça donne quelque chose comme ça. Vous avez un tsunami qui va se propager, il va partir d'Alaska, admettons. Vous l'envoyez, hop, il fait sa mesure et puis il revient, comment dire, avec la mesure. Alors évidemment, c'est de la recherche, on n'est pas dans une logique opérationnelle, mais l'objectif est de valider cette idée. Alors, ce n'est pas évident qu'on arrivera avec des F-18, mais on a le choix entre soit des Orion, des P-3 Orion, ou des Predators, des drones. C'est une idée qu'on avait proposée à l'armée de l'air française, mais la proposition est restée sans réponse. C'est pas grave, nos collègues américains l'utiliseront. Alors l'autre perspective, c'est de faire ça sur une autre planète. Et la première planète à laquelle on pense, c'est Vénus. Pourquoi? Parce qu'à la surface de Vénus, vous avez une température qui est effroyable, 450 degrés. Donc il a fallu 40 ans pour mettre un sismomètre qui va marcher 2 ans sur Mars. Alors vous pouvez imaginer combien de temps, et la tête du CNES, si on leur demandait de faire un sismomètre sur Vénus avec un gros frigidaire qui maintient le sismomètre dans des températures adéquates. Donc ça ne peut pas marcher, et il faut essayer de faire quelque chose d'autre. Et l'idée, en fait, sur Vénus, c'est qu'on a de nouveau cette idée que l'énergie sismique va dans l'atmosphère, et donc à partir de ce moment-là, que cette détection peut se faire dans l'atmosphère. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer avec le JPL, avec un orbiteur qui tournerait autour de la planète, un imageur qui mesure l'air glow cette fois-ci à 1,27 microns. Et avec les modélisations qu'on est capable de faire, on arrive à la conclusion aujourd'hui que, a priori, ça devrait marcher. Et c'est un des projets qui est en compétition pour la mission Discovery numéro 13, dont la NASA annoncera une présélection à l'automne prochain. Sans financement du CNES cette fois-ci. Et pour conclure, le futur un petit peu de la sismologie, c'est un petit peu prendre de l'air, si je puis dire.
et puis d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec des orbiteurs, avec deux cibles et deux stratégies qui me paraissent assez simples. Sur Terre, avec des observations des tsunamis depuis l'espace qui permettront de bien quantifier l'amplitude des tsunamis à n'importe quel endroit, et cette fois-ci quasiment en tout temps. On peut faire des mesures de nuit avec le rouge, on peut faire des mesures tout temps avec de l'UV, et puis évidemment sur Vénus, essayer de faire de la sismologie intéressante pour la structure interne. Voilà, merci beaucoup.